il y a un médecin qui est rentré, une femme, et il m'a dit « Madame, vous voyez pas que votre fille, elle est en train de partir ?» On a amené un enfant de 3 ans, joyeux. On est sorti après 6 semaines de réanimation avec un bébé de 5 mois qui ne tenait même plus sa tête. Les aidants, ils ont réellement besoin d'aide. Il y a des gens qui sont encore pires que moi, dans des situations mais dramatiques. Et ma liberté, elle a été prise. Je suis enchaînée à un fauteuil roulant, je suis enchaînée à l'handicap. Bonjour Christelle. Bonjour Antoine. Christelle, merci de nous accueillir chez vous, à La Barre, dans le Jura. Vous avez 53 ans et avec votre mari Cypriane, vous êtes les parents d'Alexandra, 30 ans, Gabriel, 17 ans et Jade, 11 ans. Si on parle ici de vos enfants, c'est car votre petite dernière, Jade, est depuis octobre 2015 et ses 2 ans et demi, gravement handicapée après une prise en charge à l'hôpital de Besançon. Aujourd'hui, Jade est atteinte d'une cécité corticale et d'une paralysie cérébrale. Vous décrivez cela ainsi, c'est comme si son cerveau ne comprenait pas les messages et les images que ses yeux captent et lui envoient. Elle se comporte en aveugle, elle est dans l'incapacité de se tenir seule debout et doit se déplacer en fauteuil roulant. Première question, de sa naissance à ses 2 ans et demi, est-ce que Jade a eu des problèmes de santé? Comment elle était? Non, absolument pas. Jade, elle est née comme n'importe quel enfant. Sans difficulté, nous sommes rentrés même très tôt à la maison, hein. On n'est même pas resté 5 jours à la maternité. Donc c'était un bébé adorable et après une petite fille très énergique. Elle remuait beaucoup et elle était très très en avance par rapport à d'autres enfants parce qu'elle avait des grands frères et sœurs qui étaient déjà plus âgés, donc ça lui permettait d'évoluer plus facilement et oui, elle était très très vivante, on va dire. Voilà, on était sans cesse en train de la surveiller parce que c'était vraiment une boule d'énergie, hein, donc, Et vient cette nuit du 10 octobre 2015, je vais vous demander de revenir sur cette nuit-là. Qu'est-ce qui l'a amené? Comment ça s'est passé? Oui, malheureusement, oui, revenir sur cette période, c'est très douloureux parce que c'est une étape de notre vie où on a été vraiment fracassés par ce qui est arrivé à Jade. On l'avait amenée au CHU pour des vomissements. C'était un épisode, on va dire, d'un rhume. Et elle vomissait, elle voulait plus boire parce qu'elle avait vraiment du mal à boire et elle avait l'estomac très distendu. Donc en espace de la journée, hein, du 10, on s'est inquiété en voyant que les choses elles évoluaient mais pas dans le bon sens. Et elle était très douloureuse, donc elle se plaignait d'avoir mal au ventre et elle avait des hauts de cœur pour vomir, mais elle n'avait plus rien à vomir. Donc on s'est inquiété, on est parti aux urgences vers 19h. 19h30, je pense qu'on était aux urgences. On a tout de suite été pris en charge parce qu'il n'y avait personne dans la salle d'attente. Là, on a eu des internes qui sont venus nous voir, après un médecin, un senior, comme on les appelle, et le personnel qui bougeait en disant « bon, on va lui faire une analyse d'urine, on va lui mettre un cathéter parce que voilà, c'est pour voir. Et on va attendre le chirurgien et on va en discuter. » Donc le senior qui était là, il a dit « oh, moi, je pense que ce serait peut-être une occlusion, mais bon, je veux plus en parler avec mon confrère, on verra. » C'est lui qui en décidera. Donc on est resté là. Entre-temps, Jade, elle n'arrivait pas à faire pipi. Elle était très douloureuse. On n'arrivait pas à l'allonger sur le dos, sur le brancard, parce que son estomac était très très gonflé, comme un ballon de baudruche. Et elle avait changé un peu au niveau du visage. Elle n'avait pas la couleur, vous savez, comme ils ont les enfants, hein. Elle paraissait plutôt grisâtre qu'un visage blanc et très cerné. Donc d'un seul coup, voilà, elle était cernée et très fatiguée. Après, on a eu le chirurgien qui était venu nous voir. Ils nous ont demandé de faire une échographie et une radio. On a mis 40 minutes pour faire l'échographie parce qu'on n'arrivait pas à allonger Jade sur le brancard. Elle avait des hauts de cœur pour vomir, elle n'avait plus rien à vomir. On est sortis de l'échographie, nous sommes partis à la radio. Elle était dans un lit et en fait, on s'est aperçu que Jade, elle tenait plus debout à ce moment-là. Elle était très très affaiblie et douloureuse.
Et pour la mettre, pour la radio, pour la mettre debout, il a fallu que nous, on la prenne sous les bras, la lever et la tenir avec des espèces de tabliers en plomb pour la radio. Et voilà. Et s'ensuit une soirée, une nuit que vous avez vous-même décrit comme un cauchemar. Oui, c'était un cauchemar parce qu'on a fait les examens. Après, les médecins, ils ont discuté entre eux. Ils nous ont dit, écoutez, on va vous mettre dans une chambre. Le protocole, c'est de mettre une sonde nasogastrique à Jade et pour évacuer l'air dans l'estomac. Et nous, on pense que c'est une occlusion, donc on attendra demain matin pour voir comment ça va se passer. Et en fait, on est parti sur ça. Ils nous ont mis dans une chambre aux urgences. Et là, ça a été le cauchemar parce que tous les 10 minutes, on appelait les soignants pour leur dire, écoutez, voilà, elle n'arrive pas à s'allonger sur le ventre, elle pleure, elle n'avait pas son doudou parce que nous, on s'est dit, on va aux urgences, mais on va vite revenir. On s'imaginait qu'elle allait dormir dans son lit ce soir-là. Et dans la chambre, on a essayé de la rassurer comme on pouvait, mais en fait, non. Il y a eu des moments où les soignantes, elles rentraient, elles disaient « Chut, Jade, il faut arrêter de faire du bruit » parce qu'elle gémissait beaucoup. Il y a les autres enfants, ils peuvent pas dormir à cause de toi. Donc, c'est un peu de lui dire « Attention, tu gênes les autres ». Mais la pauvre, elle agonisait. Vraiment, c'était une nuit d'agonie. Et nous, on s'est dit, à un moment, ils vont bien faire quelque chose. Ils lui ont mis une perfusion, mais bon, elle faisait pas énormément effet. Et des antidouleurs. Et ils ont essayé de piquer des prises de sang. Il y a un moment, donc je sais pas, dans la nuit, en tout cas, ils ont essayé de faire des prises de sang. Et à un moment, ils ont dit, on va essayer de faire des hémocultures. Parce que ils se questionnaient, elle commençait à avoir beaucoup de fièvre. Donc à un moment, elle était montée à plus de 40. Et là, j'ai vu que les internes, parce qu'il n'y avait que les internes qui tournoyaient autour du lit, très angoissés, parce qu'on les voyait. Et on s'est aperçu qu'ils n'avaient nulle part où piquer Jade, parce qu'il n'y avait plus de veine sur Jade à piquer. Ils cherchaient un peu sur la tête, sur les mains. Ils avaient du mal à faire cet examen. Et à 4h30 du matin, il y a un médecin qui est rentré, une femme. Et elle est venue voir Jade. Et moi, j'étais d'un côté et le papa de l'autre côté. Et il dit, ça fait combien de temps que cet enfant il est dans cet état-là? On lui a dit l'heure où on était arrivé aux urgences. Et il m'a dit, madame, vous voyez pas que votre fille, elle est en train de partir? Voilà. Et ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi? Comment elle peut partir quand nous, on est là, on se bagarre depuis toute une nuit de trouver des solutions et qu'est-ce qui ne va pas? Et elle a dit, écoutez, prenez vos affaires et vite, il faut aller en réanimation. Donc on a suivi le lit, ils nous ont dit, restez au bout du couloir en réanimation et ils sont partis avec le lit vers l'arrière. On était au fond d'un couloir et il y avait de grandes portes ouvertes et j'entendais du bruit évidemment. Et j'ai dit non, je peux pas rester là, figée sur 2 fauteuils au fond du couloir. On pleurait, mais alors on était perdus parce que vous savez, ça vous fait un choc. Vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Et de nous dire, votre fille, vous voyez pas qu'elle est en train de partir? C'est partir comment? C'est perdre connaissance, mourir? Qu'est-ce que ça veut dire? On avait du mal à interpréter sur le coup. Et en fait, quand on s'est approché de la pièce, qui était grande ouverte, que les soignants couraient partout en réanimation, et on a entendu la voix du chirurgien, parce que lui, il est rentré chez lui tranquillement, il a fait dodo toute la nuit. Il y avait le senior aussi qu'on avait vu avant, il a fait dodo aussi, il a refusé de se réveiller pour venir Jade pendant la nuit, où elle agonisait aux urgences. Et nous, quand on a vu Jade, elle était nue sur un lit, sur un brancard, en train d'être massée de partout, en ayant un ballon, en écoutant les médecins qui disent mettez encore de l'adrénaline, mettez ci, mettez ça, des injections, les infirmières qui couraient partout pour chercher d'autres choses, le chariot d'urgence, c'était un chambardement dans la chambre, et nous on était là devant la chambre à se rouler par terre, à pleurer, mais alors comme des dingues quoi, parce que on se dit, mais mon Dieu, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe avec ma fille, ma petite Jade? Et en fait, elle avait complètement changé. On s'est dit, elle est morte. Et ça a duré, ce cauchemar terrible, ça a duré 25 minutes. À la 25e minute, on a entendu le chirurgien nous dire au médecin réanimateur qui était venu aux urgences,
mais vous pouvez dire à la famille qu'on va arrêter le massage cardiaque parce que de toute façon, il y a trop de séquelles. Et là, vous avez refusé? Ah oui, on a refusé, on a dit mais ça va pas, non, je dis mais moi j'ai travaillé en gériatrie, les papis, les mamies, on les masse des fois 1 heure, hein, vous pouvez pas laisser partir ma fille comme ça quoi. Et je dis laissez-nous rentrer, qu'on puisse la voir, qu'on puisse la toucher. Et en fait, on est rentré, moi j'étais au pied de Jade et le papa il était à la tête et on lui disait tu sais Jade reviens parce que tu sais tu dois fêter ton anniversaire et il y a le Père Noël qui doit venir. Le Père Noël c'était le Père Noël, elle n'arrivait pas encore à dire Père Noël et on n'arrêtait pas de l'appeler et lui dire tu sais t'as tellement de choses à faire ma puce et tout. Et à un moment donc c'était à la 27e minute, ils ont dit faites le silence parce qu'on commençait à avoir à nouveau le pouls et qu'il va falloir qu'on la stabilise et voir ce qu'on peut faire. Donc on est sortis de la chambre comme ils nous ont demandé. On a continué à pleurer, le papa il se roulait par terre et on a attendu et quelque temps après, il y a le chirurgien qui est sorti de la chambre en nous disant écoutez, c'est très grave. Je vais essayer de la passer au bloc, mais je vous garantis rien parce que c'est très très grave. Et donc, avec ces mots-là, ils sont partis au bloc. Et nous, on a suivi et on s'est trouvés devant le bloc pendant 2h30 à attendre à l'extérieur de cette chambre, du bloc. Et vous voyez votre fille après l'opération donc. Oui, on a vu notre fille après l'opération qui était méconnaissable. On nous a quand même avertis de ça en disant... soyez pas choqués parce que vous allez peut-être pas la reconnaître. C'est plus la même petite fille parce qu'elle était très très gonflée. Ils l'ont énormément remplie. Ils ont fait des remplissages pour l'hydrater et oui, elle était méconnaissable. Voilà, c'était un enfant. C'était plus le même enfant qu'on avait amené. Elle était calée de partout. Dans une chambre où tout bipait et que vous aviez des pouces seringues et toutes sortes d'appareils. Après, ils ont commencé à nous expliquer, écoutez, elle est intubée, le pronostic vital est engagé pendant 4 jours. Voilà. Les premiers 4 jours, on ne sait pas ce qu'elle deviendra. Tous les organes étaient touchés, les reins, tout, le foie. Et là où on s'est dit, où on a été plongé. Voilà, elle était vivante, mais on la reconnaissait plus et en fait, elle pleurait. Et vous avez dit c'est un bébé de 5 mois dans le corps d'une fillette de 3 ans. Oui, parce qu'on a amené un enfant de 3 ans, joyeux, elle devait fêter son anniversaire au 1er janvier, et on est sorti après 6 semaines de réanimation avec un bébé de 5 mois qui ne tenait même plus sa tête. Donc, et un enfant qui était figé, qui ne réagissait même pas à la menace. Vous savez, quand vous faites des gestes devant les yeux, on devrait au minimum cligner des yeux, mais alors elle, rien. Et souvent, le visage, les yeux, ils étaient figés au plafond. Donc, on aurait pu passer n'importe quel objet, elle ne saisissait pas de regard. Donc, elle entendait notre voix. C'est ce qui l'a rassuré le plus. Ces 6 semaines qu'on a passées en réanimation, c'est ce qui l'a rassuré, c'était notre voix. Vous dites, à partir de ce moment, cela m'a fauché moi et ma famille. Oui, voilà. Pourquoi ? C'est parce que on a eu l'impression que la faucheuse est passée et qu'elle nous a tous mis par terre. Hein. Vous savez, vous commencez une autre vie. C'est plus la même vie. C'est plus la vie où vous étiez libre, où vous faisiez ce que vous voulez. C'est vous vous apercevez que vous n'allez plus jamais vivre pareil. Quand vous commencez à découvrir les dégâts, surtout, voilà, quand on récupère son enfant et vous dites elle ne tient pas sa tête, vous dites bon, ben, on va recommencer le travail. Mais après, vous entendez des choses autour de vous, handicap, paralysie cérébrale, et peut-être cécité corticale, mais ça a été à peine plus tard parce qu'ils ne se sont pas vraiment rendus compte. Et ça a été la bagarre avec eux. Ce que j'allais dire, malgré le choc, vous décidez de mener 2 combats parallèles, vous vous retrouvez donc aidante. Oui. L'un, premier combat pour tenter de prouver que c'est bien des erreurs médicales qui ont provoqué les handicaps de Jade, on y reviendra plus tard. Oui. Et de l'autre côté, vous dites directement, je veux qu'elle puisse reparler, je veux qu'elle puisse remarcher, je veux qu'elle puisse remanger. C'était la priorité. Au tout début, c'était catastrophique parce qu'on est rentré à la maison, on s'est dit, mon Dieu, mais c'est
comment on va s'organiser. Déjà, c'était très difficile pendant ces 6 semaines qu'on a passées en réanimation. Il a fallu s'organiser avec les enfants. Alexandra était en 3e année d'université. Elle a tout laissé tomber pour s'occuper de Gabriel, qui avait 8 ans, qui était très sensible et fragile. Et nous, on nous a parlé après, il faut s'organiser, partir au centre de rééducation des Salins de Brugy. On a été envoyés là-bas, on a dû attendre à peu près 2 semaines en hospice et on nous a fait une place en hôpital de semaine. Et là, on a découvert le centre de rééducation, le monde de l'handicap au plus profond, avec des enfants lourdement handicapés. Et nous, on arrivait avec notre fille sur un brancard. Après, ça a été dans une poussette. Et qu'on s'est dit, notre quotidien, ça va être ça. Le papa, il a fallu qu'il reprenne le travail. Il faut bien qu'il y en ait un. Et moi, j'avais pris un AJPP, c'est un congé pour enfants qui est en difficulté. Et vous m'avez dit que vous vous rendiez vite compte de la difficulté d'accéder à des soins intensifs pour enfants. Ah oui, bien sûr. Il a fallu se battre aussi. Je suis restée 9 mois dans le centre de rééducation. Et ça a été aussi une bagarre. Déjà, de empêcher les gens de lui donner des traitements qui l'affaiblissaient et en fait, il a mené à rien. Donc, on a abandonné le centre de rééducation parce que vraiment, ils nous ont proposé de la laisser et que j'aille travailler. Et j'ai dit, c'est hors de question. Je dis, moi, je peux pas laisser ma fille. Je dis, vous voyez, elle fait des crises d'épilepsie, il n'y a personne. Je dis, regardez, je voyais les autres enfants, les yeux figés au plafond et qu'il n'y avait personne autour d'eux. Je m'imaginais pas laisser ma fille. Du coup, j'ai dit c'est hors de question, est-ce que je l'abandonne dans un centre? Je dis je vais rester sans cesse avec elle. Et ça a été tous les jours des continettes, des trucs, elle a stimulé x10. C'était à hauteur de 5 minutes, mais des dizaines de fois par jour, avec la lampe torche, stimulait son champ visuel, lui apporter des objets, des histoires. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à sortir des mots, après des phrases. Et la voir qu'elle évoluait, donc que les choses, elles avançaient. Et en fait, à chaque mot, c'était des encouragements de se dire, ça y est, elle est là. Donc elle va faire encore plus. Et la chance qu'on avait, c'est d'avoir éliminé tous les traitements, déjà. Donc elle n'était plus qu'au Doliprane. Et là, elle a commencé à avoir sa présence et voir son petit caractère qui revenait, malgré la difficulté de bouger, de faire les choses. Et on donnait à manger comme à un bébé. Au début, elle avait une sonde nasogastrique, donc on a été contents le jour où ils lui ont enlevé la sonde nasogastrique de se dire « Oh, on va commencer à lui donner à manger ». On voyait qu'elle appréciait. Vous savez, rien que de lui passer un peu de miel ou un peu de compote, on voyait qu'elle avait le sourire, donc elle appréciait. Et ça, c'était trop bon, quoi. Donc il y a eu le parcours médical, la réanimation, le parcours judiciaire, les frais avancés. Ouais. Vous l'avez dit très vite, en 2018, ça coince financièrement, vous y arrivez plus, quoi. Oui. On s'est aperçu qu'avec nos pauvres moyens d'ouvriers, parce que c'est ça, on est 2 ouvriers, bosseurs, on a mangé toutes les économies en étant en réanimation et partout. Et on s'est dit, on n'a plus de budget pour faire quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Quels soins? Parce que les centres de rééducation, ils vous disent, laissez-la et vivez votre vie. Je dis, ça, c'est pas possible. Mais il faut trouver de l'argent. Et en fait, on s'est orienté, on a regardé autour de nous. Et on s'est inspiré d'autres mamans avec des associations. Donc, pour les enfants malades. Et on s'est dit, il va falloir que tu t'engages à faire quelque chose pour que tu puisses faire comme les autres. Voilà. Et là, j'avais décidé, au début, je voulais partir au Canada pour soigner ma fille, parce qu'ils avaient des centres de rééducation intensive. Et je me suis dit, c'est ce qu'elle a besoin. Il y avait de l'oxygénothérapie, il y avait plein de thérapies qui étaient très bonnes. Et je voyais les enfants, comment ils étaient, comment on les amenait et comment on pouvait les... Et on a fondé en 2018 l'association L'Espoir pour Jade. Et on s'est investi à faire des lotos, des tombolas, des choses, des événements. Et on a décidé donc, grâce à l'association, de partir en Slovaquie. C'était un des premiers voyages où on découvrait la rééducation intensive dans un grand centre que j'avais vu déjà par Internet en cherchant l'oxygénothérapie. Et on s'est dit, waouh, on est dans un autre monde. Un vrai centre de rééducation avec des soignants. C'est pas un soignant qui travaille avec Jade, 3 soignants autour de la même table. Parce que l'enfant, vous savez, quand il a une paralysie cérébrale, il commande pas.
ces gestes, de dire lève le bras, plie le genou. Donc ces gens-là, ils faisaient les gestes à sa place. Ils parlaient pas français, mais ils ont noté les gestes à faire et ils la stimulaient comme ça. Vous disiez, vous trouviez regrettable quand même que chaque association se démène pour pouvoir payer des soins et l'hébergement à l'étranger à coup de vente de tartes. C'est ça, oui. On est obligé de faire tout et n'importe quoi pour trouver des sous. Donc on vend des gâteaux, on vend des choses pour soigner un enfant. C'est quand même inadmissible quand on dit oui, la France, c'est un des pays le mieux loti dans toutes ces choses au niveau de la santé. C'est du... Excusez-moi, c'est du pipeau. Hein. C'est vraiment du mensonge. Les centres de rééducation intensive, ça n'existe pas en France. Et la prise en charge, elle est légère parce qu'on a du retard dans notre manière de fonctionner. Le fonctionnement des soignants en France, c'est anciennement, les handicapés n'étaient pas visibles. Donc on soignait mais à domicile et il n'y avait pas tous ces soins qu'on doit apporter aux personnes, pas seulement pour le confort. On ne doit pas entretenir en France, on entretient l'handicap. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On ne doit pas entretenir, on doit soigner et permettre à la personne de devenir autonome. En Slovaquie, le principe, je vais libérer un handicapé, il coûtera moins à la société que de le maintenir dans un état avec une équipe autour qu'on va payer jusqu'à la fin de ses jours. Eux, c'est au contraire, on va investir un maximum, libérer la personne, elle coûtera moins à la société, elle sera heureuse. Les parents, ils seront moins à moitié morts ou même morts, parce que la plupart du temps, l'aidant, on dit que souvent, il va décéder avant que la personne ait récupéré. C'est le cas de beaucoup d'enfants que je connais aujourd'hui, qui sont à l'âge adulte, et qui me disent, tu sais, ma maman, elle est morte à 47 ans parce qu'elle était épuisée. Elle est morte par épuisement. Et ça, c'est ma plus grande peur, de me dire, si ça t'arrivait, qu'est-ce qu'ils vont faire autour de toi? Parce que l'épuisement vous mène parfois à vous dire je veux en finir. Ça vous est arrivé? Oui, à plusieurs reprises. D'y penser et limite à passer à l'acte. Et ce qui m'a sauvée, c'était... j'avais mis Jade à l'école de musique à côté de chez nous, à Orchamps. Dans cette école du Jour-à-Nord qu'on avait découvert, je l'amenais régulièrement le mercredi à la découverte musicale. Et la directrice et les personnes qui étaient les responsables de cette école, elles me voyaient souvent et elles voyaient bien ma déprime, ma détresse sur le visage. Mais j'en parlais pas parce que je suis quelqu'un de très silencieuse habituellement. Et du coup, on m'a proposé de venir à la chorale. Je dis écoutez, je sais pas chanter, j'ai jamais chanté dans une chorale. Mais il me dit c'est pas grave, ça vous changera les idées, venez avec nous et tout. Et c'est vrai que j'étais dans une période où j'avais pas de soupape, j'étais comme une cocotte minute. Ma tête, j'avais l'impression qu'elle allait exploser tous les jours, tellement j'étais sous pression. Et me voilà partie dans cette chorale. Au début, j'ouvrais même pas ma bouche pour vous dire, parce que je savais pas quel son j'allais sortir. Et en plus, on m'a mis chez les sopranes. Donc j'ai rigolé le premier soir et je dis, vous êtes sûre que je suis soprane? Et je dis, j'ai même pas ouvert la bouche. Et elle m'a dit, oui, je suis sûre. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, avec tellement de gentillesse et bienveillance, elles m'ont accueillie. Et oui, ça m'a aidée et empêché de me suicider, en fait. Voilà. On revient sur ce rôle d'aidant. Vous avez donné de votre temps pour votre fille, pour qu'elle puisse se reconstruire, mais vous avez aussi dit, aider sans être aidé soi-même, c'est s'empoisonner un peu plus chaque jour. Oui, parce qu'on ne peut plus faire les choses comme on devrait les faire pour soi. Ça se transforme en fait en poison. Souvent, on a de la souffrance et on n'en parle pas. Donc, et de la frustration. L'enfant est frustré parce qu'il n'y arrive pas. Nous, on est frustrés parce qu'on n'a pas d'aide extérieure. On demande de l'aide parce qu'il ne faut pas croire que je ne l'ai pas demandé. J'ai fait des dizaines de lettres jusqu'à la présidence. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. C'est débrouillez-vous. Et aujourd'hui, oui, on essaie même de banaliser ce statut d'aidant qui devrait être peut-être mis pas en avant, mais les aidants, ils ont réellement besoin d'aide. Il y a des gens qui sont encore pires que moi dans des situations mais dramatiques parce qu'il y a de la souffrance qu'on engendre chez les personnes.
parce qu'ils n'obtiennent pas du matériel pour les enfants, parce qu'il sans cesse, il faut prouver, se battre. Et rien que pour obtenir un déambulateur, vous allez convaincre le kiné qui puisse voir clair que votre enfant est capable d'utiliser un déambulateur. Lui qui est professionnel, c'est à vous en tant que parent de lui dire « mais si, moi je la vois dedans ». Et lui il va vous dire « ah non, hein, moi je vois pas votre fille là-dedans hein. ». Et vous vous dites « bon, je vais faire sans vous ». Donc vous prenez les devants et vous appelez, vous dites à des magasins de matériel de vous trouver du matériel. Si je résume, votre vie est centrée sur le handicap. Oui. Elle est centrée sur le handicap et on fonctionne un peu comme une entreprise. Donc on doit faire des plannings à tout le monde, entre le taxi qui l'amène à l'école, la nourrice, participer à des réunions pour l'école parce qu'il faut mettre les choses en place, convaincre aussi qu'elle a sa place dans le milieu public. Souvent on vous pousse à la porte parce que elle n'a pas sa place. Ils ne comprennent pas son handicap, ils ne savent pas comment l'aider. Aujourd'hui, oui, on a une institutrice du CRESDEF, donc du centre de malvoyants des Salins de Brégy, qui l'accompagne et qui adapte son matériel, son programme scolaire pour qu'elle puisse faire comme les autres. Évidemment, elle a du retard, mais elle commence à lire. Même si c'est pas à la vitesse souhaitée, même si c'est que en lettres capitales, mais c'est déjà énorme. Oui, d'ailleurs, vous avez voulu la laisser à l'école. J'y tiens, oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle s'épanouit, parce que c'est grâce à l'école qu'elle a commencé à faire des phrases. Elle disait que des mots. Quand elle est arrivée à la maternelle, elle avait 4 ans, parce que comme elle est née au 1er janvier, en fait, elle est rentrée vraiment à la bonne date à l'école. C'était que du bonheur d'être avec les enfants et on a eu la chance cette année-là, ils étaient que 15 dans la classe, qui est très rare. Donc l'institutrice, elle était très bienveillante, on avait beaucoup parlé. On lui a fait connaître l'histoire de Jade et on lui a fait connaître Jade d'avant, Jade de qui elle était devenue. Et ils l'ont bien accueillie dans la classe. On a tout fait pour adapter du matériel et qu'elle puisse bouger dans la classe avec des chaises à la roulette et qu'elle puisse participer. Et elle était heureuse, la voir qu'elle mettait les mains dans la semoule comme les autres enfants, rire et essayer de chercher les autres. Et la voir quand elle a commencé à vouloir chanter comme les autres, taper des mains. C'était bon parce qu'on s'est dit, les enfants la portent, la normalité vous porte. Donc c'est ça, c'était une chance et c'est une chance. Cette inclusion dans l'école, elle est indispensable, mais à des différents degrés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'école lui fait beaucoup de bien. On espère qu'elle puisse encore faire l'année prochaine, parce qu'elle est en CM1. Elle va avoir 12 ans et on nous a déjà dit, vous savez, elle a redoublé. Donc il se peut que l'année prochaine, vous ne puissiez plus la mettre à l'école publique et qu'il va falloir penser à trouver une structure. Et on essaye de nous pousser dans des structures, mais non adaptées. Moi, je ne veux pas que ma fille elle aille dans un IME. Parce que son handicap n'est pas gérable dans un IME. Elle a besoin d'une structure un peu comme le centre pour malvoyants qui est au Salins de Brégy. Mais malheureusement, ce centre aujourd'hui n'accueille plus les enfants, donc lésés. Ils sont suivis que dans les écoles. Et ça, c'est dramatique parce qu'en fait, on ne peut pas faire de la rééducation pour un enfant avec des troubles neurovisuels dans les écoles. Jade, aujourd'hui, elle a besoin d'une structure adaptée. Et même au niveau des conversations avec la famille, avec les amis que vous aviez pu avoir, on se rend compte quoi, que le handicap, c'est un peu tabou, toujours ? C'est pas tabou, c'est ignorer, en fait. Ignorer ces états pour ne pas prendre conscience que c'est douloureux et que c'est pas vivable. Mais malheureusement, beaucoup de gens, ils y arrivent. Et vous savez, tous dans la vie, on peut devenir aidant du jour au lendemain. Il peut nous arriver malheur. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qu'aujourd'hui, oui, elles tombent dans ce côté aidant et qui s'aperçoivent à quel point c'est difficile et à quel point on n'a pas d'aide. Que ce soit adulte ou jeune, on a très peu d'aide et l'épuisement, il arrive tellement vite
Bon, on va dire, j'ai 9 ans d'entraînement. Donc voilà. Mais ceux qui tombent vraiment... et c'est pour ça l'association, elle sert aussi à ça, à donner des informations que moi, j'ai pas eues et que j'ai cherchées, mais alors avec acharnement et épuisement. Aujourd'hui, oui, avec plaisir, quand quelqu'un me demande quelque chose, je fais tout pour lui trouver l'information au plus vite et qu'il soit moins perdu. Vous aviez parlé de soucis aussi financiers. Oui. On a parlé d'un autre combat précédemment, le combat judiciaire. Oui. Vous avez voulu aussi tout de suite prouver judiciairement que pour vous, il y avait eu erreur médicale. Oui. Ça vous tenait aussi à cœur de continuer ce combat-là? C'est normal. C'est par respect pour la souffrance de Jade. C'était important à ce qu'elle sache qu'on s'est battu pour elle et on est convaincus de toutes les erreurs qui ont été faites dans son cas, dans sa prise en charge. Et on lâchera rien. Au jour d'aujourd'hui, ça va faire 9 ans, mais notre combat, il va continuer au niveau de la justice. On a fait des expertises, elles sont en faveur de Jade. La 3e expertise, elle est entre les mains du juge, du tribunal. Ça nous a coûté cher. C'est des expertises, en fait, ils essaient de vous assommer avec des 10 000 euros d'expertise. L'hôpital a les moyens de payer un avocat qui tourne et qui suit toutes ces affaires. Et que c'est plus facile de payer bien un avocat que de voir reconnaître ce qu'ils ont fait, assumer ce qu'ils ont fait, et aussi rémunérer la vie de Jade, qu'elle puisse exister et se soigner surtout. Voilà, ça fait partie aussi de votre combat en tant que maman. Oui. Et ce combat, vous le menez aussi avec votre mari, Cypriane? Oui, mon mari, le pauvre, hein, c'est vrai que je parle peu. Pour lui aussi, c'est très douloureux. Son échappatoire, c'est le travail. Donc, il passe toute sa colère, son angoisse dans le travail. Et il nous suit. J'ai la chance à ce qu'il soit toujours d'accord dans les choses que je propose. On a eu des hauts et des bas. On a failli clasher plus d'une fois. On s'est accroché, hein, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas tout beau tout rose. On a construit un tas de choses, mais notre peur, c'est de disparaître, en fait, que ce soit l'un ou l'autre, et de se dire de laisser Jade à une société qui est individualiste et qu'elle ne sera pas aidée comme nous, on l'aide, en fait. Voilà. Et ça, c'est très dur. Et dans votre famille, il y a aussi 2 enfants plus âgés. Oui. La situation, on suppose, vous m'avez dit, notre vie est centrée sur le handicap et centrée sur Jade. Oui. Comment ils l'ont vécu? Mal. Alexandra, elle a quitté la maison. Au début, elle nous aidait un peu. Et à un moment, elle s'est mise à l'écart de tout. Trop de souffrance, c'était insupportable d'entendre parler handicap. Moi, je suis devenue de plus en plus dure. Je commençais à aller qu'au sujet, à mettre moins d'émotions. C'était plus perçu comme si je donnais tout le temps des ordres, comme si je voulais tout de suite, que ce soit tout de suite fait. Et je sais que ça paraissait un peu douloureux ou même agressif par moments. Hein. C'est comme ça qu'il pouvait le percevoir. Et à un moment, elle a dit moi, je ne veux plus vous voir. Et aujourd'hui, elle refuse de nous voir. Et voilà, c'est très douloureux parce qu'elle m'a dit pour moi, t'es morte. J'ai pas compris pourquoi. C'est sa manière de se protéger et ça me fait mal parce qu'elle va avoir 30 ans. Je lui souhaite d'avoir des enfants. Je lui souhaite qu'elle soit heureuse. Je sais qu'elle est heureuse, elle vit avec quelqu'un. Donc ça, c'est mon bonheur de la savoir heureuse. Je suis malheureuse parce qu'elle me manque. J'ai envie de la serrer dans les bras. Mais je respecte son choix parce que je l'aime. Et voilà. Et Gabriel, on souffre aussi parce que voilà, ils ont complètement coupé les liens aussi. Et il ne comprend pas non plus. Et voilà, et Gabriel, il doit se construire et il doit passer son bac cette année et ça va être difficile parce qu'il est perdu. Voilà, ça c'est aussi les suites de ce qu'on a vécu constamment en fait, que dans le handicap. On a amené Gabriel partout, dans tous les centres de rééducation. Il n'a pas eu de vacances. Les vacances, c'était dans les centres de rééducation. Si c'était 2 semaines ou 3 semaines,
Le pauvre gamin, il était sur une chaise avec son téléphone ou avec un livre et il attendait que ça se passe. Et encourageait sa sœur, sa petite sœur. Voilà. Parce qu'au niveau vie sociale, vie de famille, ça a complètement changé. Oui, ça a changé parce que, vous savez, vous ne pouvez pas avoir de l'argent pour tout. Donc, et partir en vacances, c'est pas si facile. Hein, parce qu'il faut prendre la maison avec soi. Donc, vous tremballez un pot, un fauteuil, tout prend de la place dans le coffre, en fait. Et c'est jamais assez. Et pas tout est aménagé pour y aller. Donc, vous vous limitez. Et partir quelque part, vraiment, c'est décourageant. Vous faites un projet et vous vous dites, oh là là, mon Dieu, mais je vais rentrer, je vais être éreinté. Donc souvent, ça nous décourage même d'y aller. Voilà. Jade, justement, aujourd'hui, elle va avoir 12 ans, bientôt. Bientôt, oui, au 1er janvier. Comment ça va ? Est-ce qu'il y a des progrès ? Oui, le quotidien est toujours... Des progrès, mais le quotidien, en fait, par rapport à l'aidance, elle a toujours besoin constamment d'aide. Même pour manger, parce que c'est ça. Il y a un ralentissement par rapport à la paralysie cérébrale qui est très lourd. Elle s'ennuie très vite. Donc elle va manger 2-3 cuillères. Il y a un moment, elle ne mange plus. Elle attend que vous lui donnez. Elle me dit, tu me donnes. Voilà. Donc il faut lui donner. Si on veut qu'elle mange, il faut lui donner. Et donc oui, ça fait des années qu'on fait que ça. C'est lui donner à manger et surtout la laver. La laver le matin, je la lève et je la lave comme un bébé, sous les bras. On fait la toilette. Voilà. À 6h30 du matin, je suis l'aide-soignante. Voilà. Qui lave sa fille, qui l'habille, qui fait en sorte à ce qu'elle soit la plus belle, parce qu'elle est belle déjà, et je veux qu'il n'y ait pas de différence au moins avec ça. Des fois, on me dit, mais t'es habillée toujours comme une princesse. Je dis oui, parce que ça l'est, une princesse. Pour moi, ça restera toujours ma princesse, voilà. Et au niveau parole, lecture, écriture, il y a du progrès là aussi ? Oui, Jade, elle chante même. Voilà, elle chante, elle aime la musique, c'est ce qui la sauve aussi, elle adore la musique et elle parle super bien, elle est très avancée au niveau vocabulaire. Des fois les gens ils sont étonnés, ils me disent mais c'est fou hein, comment elle a évolué et c'est magnifique. Ce qu'on veut aujourd'hui, oui, on rêve à ce qu'elle puisse écrire facilement au clavier parce qu'alors jamais elle pourra écrire, faire du graphisme. Elle a les mains un peu, on va dire... très tendue et très difficile à ouvrir le poignet et avoir une pince fine, mais elle peut taper au clavier et écrire, et faire des dictées. Bon, c'est pas simple, mais elle commence. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de moments malheureux, de moments tristes, mais il y a quand même des moments de joie dans ce quotidien. Oui, bien sûr, il y a des moments de joie, de partage avec certaines personnes. Aujourd'hui, on a commencé à mettre en place des copines qui viennent à la maison. On ne l'aurait pas fait avant. La première fois qu'on a fêté l'anniversaire, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. C'était la première fois où on faisait venir des enfants à la maison pour que Jade puisse fêter son anniversaire parce que jusque-là, Jade, elle fixait pas et on n'était pas sûr qu'elle reconnaissait les enfants. Elle les reconnaissait d'après la voix, mais jamais d'après le visage. Aujourd'hui, elle les reconnaît d'après les visages et c'est du bonheur parce que même si elle joue par terre dans sa chambre sur le tapis avec les copines, mais elle joue, elle partage le goûter. On entend des éclats de rire. Il y a 2 semaines, j'ai eu 3 copines à la maison. J'entendais des éclats de rire. Je me suis dit, mais mon Dieu, tu te rends compte ? C'est celle-là la vraie vie qu'on aurait dû avoir. Oui, parce que vous dites, elle aurait dû, on sent dans vos réponses qu'il y a quand même encore de la colère, c'est ça ? Oui. Quelqu'un disait qu'il fallait pardonner. Le chirurgien qui l'a opéré, il a dit je vous demande pardon. Je dis c'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Je dis regardez-la. Je dis demandez-lui pardon à elle quand elle vous comprendra. Mais dites-lui qu'à cause de vous, elle en a fini comme ça. Et que vous avez pleuré en réanimation en disant je donnerais n'importe quoi de pouvoir revenir quelques heures en arrière. Je dis à elle demandez-lui pardon. Je dis moi je peux pas vous pardonner parce que vous m'avez volé ma vie, ma liberté. Moi, c'est ce que j'ai de plus cher aujourd'hui dans ce monde, en dehors de mes enfants, c'est ma liberté. Et ma liberté, elle a été prise. Je suis enchaînée à un fauteuil roulant, je suis enchaînée à l'handicap. Et ça, ma liberté, je ne peux pas pardonner. Jamais je lui pardonnerai. Il ne mérite pas le pardon. Parce qu'on l'a averti, on lui a dit... Je me rappellerai toujours une phrase de lui dire, je lui ai dit... Ça ne serait pas plus judicieux de la passer au bloc, vu comme elle a mal et qu'elle est douloureuse et qu'elle n'arrivait pas à l'allonger.
Il avait les mains dans les poches et il a dit « Madame Grécéa, on va plus au bloc comme on allait avant. » Voilà. Ça a été sa phrase. On le rappelle, pour le moment, il n'y a pas eu de condamnation. Non. Le combat judiciaire est encore en cours. Oui, on espère. Où on en est au niveau de la justice en ce moment? On attend justement, après cette troisième expertise, on espère que justice soit faite. Que cette petite victime, elle puisse se soigner dignement et qu'elle ait une autonomie et qu'on ne la laisse pas à n'importe qui, n'importe comment. Voilà. Moi, je veux rien, mais par contre, je veux pour elle. Pour elle, pour sa vie, pour se construire, pour exister dans cette société, pas qu'en tant qu'estropiée, handicapée, en tant que personne avec dignité, amour et joie de vivre. Voilà. Et vous-même actuellement, en tant que femme, en tant que maman, comment ça va aujourd'hui? C'est dur. C'est dur parce que j'ai mes bobos aussi, hein, donc au niveau santé, je suis par terre. Voilà. J'essaye de me donner bonne mine parce qu'il faut quand même sortir, hein, et voir du monde. Et je ne veux pas avoir honte de qui je suis. Et j'essaye de me donner un sens à tout ce que je fais. Et je me dis, même si tu es douloureuse, même si ta vie elle n'est pas comme tu aimerais qu'elle soit, tu peux encore faire beaucoup de choses et qu'elles soient positives. Et j'essaye de les faire à travers l'association et aussi m'épanouir d'une certaine façon en ayant la satisfaction d'aider les autres. À chaque fois qu'une personne réussit grâce à mes conseils, ça m'apporte du bonheur. Et c'est tout ce que je veux. Voilà. Écoutez Christelle, merci beaucoup à vous. Merci à vous pour tout.